Madagascar, aussi appelée l'île-continent, est située au sud-est de l'Afrique et représente environ 19 fois la superficie de la Belgique. Dans cet immense territoire, 80% de sa population active travaille dans l'agriculture. Vanille, crustacés, riz, farine de blé, canne à sucre, le système économique de Madagascar est basé sur l'agriculture d'exportation qui représente 60% du PIB. Avec autant de production, de terres cultivables et 14 millions de travailleurs agricoles, comment est-il possible que l'on puisse encore parler de famine et d'insécurité alimentaire à Madagascar ? Dans la région d'Antsirabe, le père Justin rend visite à 48 familles qui vivent sur 36 hectares de terrain depuis 1960. Après 4 générations de labeur, ces paysans sont aujourd'hui victimes d'accaparement de terres. Lors de la crise financière de 2009, quand les marchés se sont écroulés, le placement boursier a perdu de sa valeur. La terre est alors devenue un placement sûr et des investisseurs en tout genre se sont mis à chercher du terrain dans le monde entier. La terre a acquis un statut, tout d'un coup, de placement sûr et de placement intéressant pour des acteurs qui, jusqu'à présent, ne s'étaient pas encore beaucoup intéressés à l'agriculture. Donc des fonds de pension, des investisseurs étrangers, des banques, voilà, des assurances. Et ça pose évidemment tout un tas de problèmes pour ces pays qui, eux-mêmes, souffrent de la faim, de la pauvreté. La situation de ces paysans est monnaie courante à Madagascar. Exploitant et vivant sur ces terres depuis des générations, ils en sont les propriétaires d'après le droit coutumier. C'est le droit traditionnel malgache, fondé sur l'oralité, qui rend un paysan propriétaire de ces terres par leur usage ancestral. Malheureusement, depuis 2015, les lois ont changé. Pour être reconnu comme propriétaire terrien, il faut présenter un document officiel. En 2016, le maire actuel a réussi à fournir un dossier foncier. Voilà, comme quoi le terrain lui appartenait. Et donc, en fait, sans avoir de petits papiers, comme on dit, il se retrouve hyper vulnérable vis-à-vis de projets qui sont imposés soit par l'État, soit par des investisseurs étrangers. Et ils n'ont, même s'ils ont en fait un droit légitime sur ces terres qu'ils cultivent, ils n'ont pas la légitimité, on va dire, formelle de dire non, c'est moi qui suis propriétaire, vous n'avez aucun droit sur cette terre-là. D'après les dires des paysans, le maire souhaite vendre les terres à la compagnie Lecofruit, une compagnie d'agrobusiness dont la production est destinée à l'exportation. Mais pour quelle raison les paysans n'ont-ils pas pu eux-mêmes revendiquer le droit légitime qu'ils ont sur ces terres? Beaucoup de gens malgaches aussi ne savent pas lire ou écrire. C'est-à-dire, la question papier, c'est toujours difficile avec les paysans. Il faut quelqu'un qui les accompagne. Il faut les informer de leurs droits. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent obtenir leurs preuves de droit. Savoir qu'on a des droits, en fait, c'est aussi un enjeu et c'est à ça que servent aussi nos partenaires. C'est vulgariser l'actualité de la question foncière et renforcer les paysans dans la connaissance de leurs droits et dans l'accompagnement pour les revendiquer.
Et ce que nous mettons en place aussi concrètement, c'est la formation sur la loi foncière. Formation, sensibilisation, les partenaires d'entraide et fraternité travaillent pour que les paysans malgaches deviennent autonomes sur les questions légales. Pourtant, il ne suffit pas uniquement de comprendre la situation. Il faut aussi savoir se faire entendre si on veut changer les choses. Nous avons une émission télévisée hebdomadaire, ici, qu'on appelle la Point de droit. Vous pouvez suivre cette émission hebdomadaire dans la télévision Viva. C'est la chaîne télévisée du président actuel. Initié par le BINTT, l'objectif de cette émission est de faire entendre la voix des paysans et de la confronter aux différents acteurs politiques et économiques. Il y a toujours des responsables fonciers là, c'est-à-dire des représentants du domaine, topographie au niveau national. Il y a aussi les paysans victimes. À chaque fois, on montre les paysans victimes jusqu'ici. Mais on parle des informations exactes, réelles. C'est-à-dire, à partir de ça, cet observatoire foncier est devenu un fournisseur d'informations fiables pour les dirigeants. Parce que ça mérite de décision. Et beaucoup de cas sont déjà résolus avec ça. On a porté l'affaire sur le plateau Vivant toujours en mars 2021 pour que tout le monde sache cette situation. Et malheureusement, le 24 novembre 2021, le maire a gagné au détriment de 48 familles. C'est une chose chaude et ça fait mal au cœur aussi. La nouvelle est difficile, mais l'affaire n'est pas encore terminée. Ces 48 familles peuvent encore faire appel pour tenter de prouver que l'acquisition du terrain est illégale et que le maire n'a pas suivi les procédures. Pourtant, le risque reste grand. Les paysans dépossédés de leurs terres se retrouvent souvent à devoir migrer vers les villes, rendant difficile l'accès au logement et à la nourriture. Deux droits humains pourtant fondamentaux. Le droit foncier, il n'existe pas en tant que droit humain reconnu internationalement, mais il est en fait hyper lié à toute une série d'autres droits qui sont, eux, des droits fondamentaux. Donc le droit à l'alimentation, le droit à une vie digne ou un revenu suffisant, le droit au logement. Et donc quand on enlève la terre des populations sans leur demander leur avis, sans les informer, sans leur demander leur consentement, en fait on viole toute une série d'autres droits qui, eux, doivent être respectés. Rappelons que les États ont le devoir de protéger et de réaliser les droits humains fondamentaux. Mais quelle est donc cette raison qui pousse Madagascar à déloger ses paysans et à exporter ses productions agricoles malgré la famine qui sévit au sud du pays? Si Madagascar tend à développer l'agrobusiness, c'est parce qu'elle y est encouragée par la Banque mondiale et le FMI. Ces deux institutions centrales qui prêtent de l'argent aux pays pauvres en prônant un modèle économique, le libre-échange. Le libre-échange, c'est quoi? Le libre-échange, c'est faire en sorte de favoriser le commerce international en levant les obstacles au commerce. Donc, en gros, le libre-échange, sa vocation, c'est pas de nourrir, de répondre aux besoins locaux, de nourrir les ventres, par exemple, à Madagascar, c'est de répondre aux demandes des investisseurs étrangers pour qu'ils viennent investir à Madagascar, en espérant qu'ils vont créer de l'emploi, et donc qui vont contribuer à l'éradication de la pauvreté. C'est ça la croyance du libre-échange. Sauf qu'on se rend compte que ça fait quand même maintenant quelques dizaines d'années qu'on persévère dans cette voie et que les chiffres de la faim, ils augmentent. Madagascar n'est pas la seule région du monde où le libre-échange et les accaparements de terres qui l'accompagnent font des ravages. Bien au contraire. Avec n'importe lesquels de nos partenaires, on se rend compte que l'accaparement de terres est une menace pour chacun d'eux, que ce soit en RDC, aux Philippines, au Brésil, au Guatemala. Et ici, récemment, en Haïti, un de nos partenaires sur place, la SOFA, avait accès à 13 hectares de terre qu'elle cultivait depuis 2017. Et en 2020,
les femmes qui occupaient ces terres se sont fait agresser par une bande de bandits. Des clôtures qui avaient été construites sur le terrain ont été arrachées. Et un homme d'affaires local, Monsieur Aped, a revendiqué en fait la propriété de ces terres dans le cadre d'une zone franche agro-industrielle d'exportation de la Savandienne. Cette parcelle, maintenant, elle est dédiée à quoi? Elle est dédiée à produire de la stevia, donc de l'édulcorant pour la grande multinationale Coca-Cola, quoi. Donc, je veux dire, ça ressemble vraiment à une caricature, mais c'est le cas. Je veux dire, c'est vrai, ça arrive. C'est très compliqué de faire valoir ses droits face à des acteurs aussi puissants. Donc voilà, c'est clairement face à ce genre de situation que doivent exister les partenaires et les projets qui créent, quoi. Si le modèle promu actuellement équivaut donc à appauvrir la paysannerie locale et à affaiblir la souveraineté alimentaire nationale, rappelons-nous qu'il n'est jamais trop tard pour remettre en cause l'idéologie du libre-échange et que des alternatives basées sur l'agroécologie existent. C'est d'ailleurs à cela qu'œuvrent les partenaires d'Entraide et Fraternité au quotidien, en proposant une alternative basée sur l'agriculture familiale. Notre finalité, c'est la souveraineté alimentaire des Malgaches. Il faut utiliser la terre. Il faut continuer à former les gens à produire mieux. Toutes les techniques pour assurer l'alimentation des Malgaches, ça existe. Quand on parle de l'agroécologie, il y a des packages là. Différentes techniques de l'agriculture durable sont là. Et ça, c'est déjà maîtrisé par les techniciens malgaches. Les partenaires d'Entraide et Fraternité réalisent un travail de fond en sensibilisant et en formant pour le développement d'alternatives agroécologiques et contre les obstacles structurels tels que les accaparements de terres. Ils se battent pour faire valoir un système plus juste et plus durable. Chaque plaidoyer est un pas en avant. Et chaque grain de riz planté de manière durable est une victoire. Voilà pourquoi il faut continuer à se mobiliser.